pas de cette pédagogie de la coquille Saint-Jacques. J'avais l'impression, c'est pas moi qui distribue la parole aux élèves. Et déjà, en toute petite section, je cherchais cette interaction. Je voulais, réponds à un tel, ou je mettais déjà en place, et ça fait plaisir donc de voir qu'en CM1, CM2, sans forcément le bâton de parole, etc., les élèves sont capables de s'autodiscipliner pour aller vers ça. Et Maria Montessori doit être à peu près, c'est une italienne, elle est à peu près des mêmes époques, le siècle donc encore précédent, puisque c'est le 19e. Et c'est pareil, elle laisse les élèves, elle s'occupait d'enfants, alors je ne sais plus si c'est dans Zédophonie, mais on pouvait laisser traîner les marteaux, ces choses-là. C'est pas qu'il n'y avait pas d'interdit, il y a toujours un cadre, tout n'est pas permis. Mais on responsabilise les enfants, on les rend autonomes. Voilà, pour ne pas trop monopoliser la parole, je serais tentée de dire c'est ça qui prévaut, qui est mis en avant. Mais alors, pourquoi c'est pas généralisé? Je fais un peu les... Joker. La question piège. Parce que en France, on a le choix de notre pédagogie. Donc moi, j'ai eu la chance de l'avoir en formation à l'école normale. Et moi, ça m'a parlé, ça vibrait, parce que je pense que j'étais déjà Freinet ou Montessori, ou avant même de faire ma formation. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire son métier, avec certes, on se professionnalise. Moi aussi, je me suis professionnalisée, mais on le fait aussi avec ses tripes et avec sa personnalité. Alors, Madame Lapierre, en réalité, qui décide? Parce que cette école, je pense que c'est une décision qui n'a pas été prise dans l'école. Non, c'est une école qui a décidé en équipe, et elle l'a bien dit justement, la directrice, c'est vraiment un travail qui se fait en équipe avec des enseignants qui travaillent ensemble tout le temps. Alors effectivement, que ce soit n'importe quelle école, on a des moments de concertation, on a des conseils de maîtres, on a des conseils de cycle pour travailler ensemble, et ça devient d'ailleurs de plus en plus important au sein des écoles, qui est cette équipe et puis une pédagogie partagée. Mais on est seul dans sa classe, et comme le dit Madame, on ne peut imposer une pédagogie à personne. Après, je parle pour l'école de Jules Ferry, mais il y a quand même beaucoup de Freinet dans la pédagogie des enseignants aujourd'hui. C'est quand même quelqu'un qui a marqué, et je pense que beaucoup d'enseignants alors, certes, peut-être pas aussi poussés, mais il y a quand même beaucoup des traces de Freinet dans les pédagogies des enseignants d'aujourd'hui. Parce que je ne veux pas faire politique, mais il me semble que sous Sarkozy, on a beaucoup diminué la formation des maîtres, et qu'il y a des choses, il y a des systèmes d'enseignement et de pédagogie qui n'ont plus été... c'était une décision budgétaire, apparemment. Et il me semble qu'à ce moment-là, il y a une grande révolution dans les IUFM, etc. Non? De mémoire? Alors, les IUFM sont devenus SP. Oui. Les formations sont différentes, c'est plus professionnalisé. Je peux en parler puisque j'ai une stagiaire cette année. Donc, elle a un mi-temps d'école à l'ESP, les anciens IUFM, avec toujours des maîtres formateurs, donc comme Madame le faisait, c'est-à-dire des enseignants qui sont en classe toute l'année et qui ont des temps pour aller former les stagiaires. Et puis un temps donc en classe, à mi-temps, partagé avec un directeur d'école ou avec un autre enseignant. Et donc sur le terrain, qui sont directement plongés au sein d'une équipe et au sein de conseils de maîtres. Et on évolue quand même... On n'a pas une pédagogie... Notre pédagogie évolue. On a un métier qui évolue tout le temps et une remise en question tout le temps. Et c'est ce qu'elle disait dans son reportage. La dame était très, très dynamique. Elle disait bien que de toute façon, c'était quelque chose qui prenait du temps et qu'elle était tout le temps en train de se remettre en question, un peu ce qu'on demande à nos élèves d'ailleurs. Enfin, ce qu'on ne sait pas du tout, c'est qu'il est possible à une école de s'organiser sur une autre pédagogie. Et je ne sais pas s'il faut l'accord quand même de l'académie. Il faut proposer ça à l'inspectrice, je pense, non? Il n'y a pas de tutelle du tout de l'académie sur la manière dont on enseigne. Il n'y a pas de directive, il n'y a pas de... Ce qu'on nous demande, c'est de respecter les programmes. Oui, mais on peut respecter le programme en faisant tout à fait autrement. Oui, c'est possible. On peut respecter le programme en faisant autrement, tout à fait.
Bon, Chantal, une réaction? Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que dit Madame Lapierre, parce que je la trouve un petit peu modeste dans son approche, effectivement. À l'école Jules Ferry, moi, j'ai l'occasion quand même de passer de temps en temps, et j'ai le sentiment que les enfants participent largement. Et à cet égard, je voudrais citer l'expérience de robotique qui s'y déroule depuis 3-4 ans maintenant, hein, à peu près. 6, voilà. Donc cette expérience de robotique, les enfants de CM2 construisent en fait un robot avec l'aide des étudiants de Polytech qu'ils vont présenter ensuite, une fois que le robot est construit, qu'ils suivent le parcours qu'ils construisent eux-mêmes. Donc ce sont vraiment les enfants qui sont à l'initiative du robot, à l'initiative du parcours. Je trouve que c'est une expérience tout à fait extraordinaire qui, pour ce que j'en vois en tout cas, me paraît complètement aller dans le cadre de la méthode Freinet. Enfin, c'est vraiment très très proche en tout cas, si ce n'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment, c'est une pédagogie de projet. C'est un projet qui est mené à la base par les étudiants de Polytech, donc en partenariat avec l'inspection. Et effectivement, donc, on donne un cahier des charges aux enfants avec un thème, par exemple, pour l'année prochaine, aux élèves. L'année prochaine, ce sera sur le design, puisque ce sera lié le capital du design en 2020. L'année dernière, c'était sur l'agriculture. Donc, c'est vraiment des thèmes très variés. Il y a 2 ans, c'était sur l'architecture des musées. Et donc, en fonction de contraintes, comme on peut avoir des contraintes en entreprise, ils doivent faire parcourir au robot un parcours sur une piste qui fait 6 mètres carrés. Et ils doivent construire la piste, et ils doivent aménager la piste, et ils doivent construire le robot, et ils doivent programmer le robot. Et puis, ça se termine par une présentation orale. Donc, on travaille vraiment toutes les compétences. C'est un exemple, voilà. Dans le programme, on va travailler sur ce projet, aussi bien l'oral que l'écriture, parce qu'il y a un scénario à écrire, que la programmation, l'informatique. Ils vont faire une présentation PowerPoint pour présenter leur projet. De l'art plastique, parce que la piste, il faut qu'elle soit jolie, il faut que le rendu soit intéressant. Je réfléchis, qu'est-ce qu'il y a encore dans... Ça couvre un champ énorme. C'est quelque chose qu'on travaille pendant plusieurs semaines et ça touche effectivement plusieurs points du programme. Après, ce qui est important, c'est de connaître vraiment les instructions officielles et le programme pour savoir où on va et ce qu'on doit apprendre aux élèves. Est-ce que vous ne croyez pas, quand même, quand on voit ce film, que moi j'ai trouvé remarquable, qu'il y a quand même un choc de 2 mondes? Alors, est-ce que c'est un choc je veux dire, générationnel, ou alors est-ce que c'est un choc politique? Parce qu'on a quand même l'impression que c'est une autre société qui se joue à travers ce qu'on voit. C'est-à-dire que les rapports entre les gens sont différents, les jeux de rôle sont en train d'évoluer, on est sorti effectivement du rôle du maître et de l'enfant qu'on écrase. Moi, j'ai été un pitre élève quand j'étais un petit élève, parce que j'ai jamais supporté, mais à part 2-3 profs qui m'ont... Mais déjà, à la petite école, à part 2-3 qui m'ont passionné, je n'ai jamais supporté. Ça n'a pas beaucoup changé, merci. Merci. Mais je n'ai jamais supporté. Mais là, il y a quand même un changement complet, puisque effectivement, tout le monde est un être humain mis au même niveau, et puis il y a une sorte de révolution, même dans les regards, dans la manière dont les choses se passent, etc. Donc, est-ce que ça pas quelque part une autre société qui est en train de se construire, un autre modèle qui peut se construire à travers ce qu'on voit là? Et est-ce que c'est vraiment la méthode Freinet, ou bien est-ce que ça dépasse la méthode Freinet? Et alors, est-ce que, forcément, donc je continue un petit peu ma provocation pour dire, est-ce que quelque part, les nouveaux enseignants, et dans le bon sens du terme, ne sont pas des révolutionnaires? Parce que quelque part, ça, en enseignant de cette manière-là, on bouscule aussi les normes et des systèmes assez traditionnels et assez anxiogènes, en tout cas, notamment pour les jeunes quand ils rentrent dans la vie. Et là, on arrive justement au thème de l'optimisme. Est-ce qu'on ne devient pas optimiste, justement, quand on est placé en responsabilité? C'est beaucoup de questions. Je laisse chacun le soin d'y répondre. Je m'excuse, mais n'y aurait-il pas une façon freinéto-montessorienne d'animer ce débat? C'est très classique, hein?
Il y en a qui parlent devant. On est Non, non, j'ai oublié de dire qu'après, parce qu'on filme et qu'on prend les positions des gens et après on passe la parole à la salle. J'ai oublié de le dire. Mais moi, après, je suis un être extrêmement classique. Hein. Faut pas m'en vouloir. J'ai juste en admiration par rapport aux gens très différents. Voilà. Est-ce qu'on peut reprendre? Merci. S'il vous plaît. Alors, non, moi je voulais juste dire que déjà c'est pas nouveau, c'est pas révolutionnaire. Alors je ne sais pas ce que vous appelez révolutionnaire, mais ça date quand même du début du XXe siècle ces méthodes. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de la société d'aujourd'hui. Après, ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de donner du sens aux apprentissages pour les enfants. Et effectivement, c'est peut-être ce qu'il a manqué quelques années avant dans certaines pédagogies et qui bloquait les enfants pour entrer dans les apprentissages. Vous parlez du regard supérieur de l'enseignant et de certains blocages, c'est difficile. J'en sais quelque chose parce que j'étais encore en rendez-vous avec des parents ce soir pour un enfant qui a vraiment beaucoup de difficultés à rentrer dans les apprentissages, qui ne rentre pas dans l'écrit et qui ne voit pas le sens. Et là, quand on essaye de lui faire relire et qu'il se rend compte que oui, c'est difficile de devoir se relire quand on a du mal à écrire et que, ah ben oui, là, il prend conscience qu'il doit faire des progrès et qu'il va se mettre au travail et qu'il va s'entraîner et qu'effectivement, en s'entraînant, ça avance et qu'il arrive à se relire et qu'il peut produire des choses. Là, c'était pour la maman, mais voilà. On est vraiment dans le sens. C'est important de donner du sens. Madame. Alors, il y avait beaucoup de questions. Moi, par exemple, quand j'ai vu le film, la pédagogie freinée est donc une pédagogie ouverte, puisque les parents peuvent entrer à l'intérieur de l'école. Les relations avec les enfants sont d'égal à égal, puisque voilà. Et historiquement, c'était au début donc du XXe siècle, et c'est complètement différent de la structure des écoles. Alors, c'est pas Charlemagne, c'est Jules Ferry. Voilà. Les écoles Jules Ferry, il y a plein de collèges ici, on a plein d'institutions où c'était avec des hauts murs. Hein, c'est souvent les institutions, les écoles privées, etc. Même moi, hein, dans mon début de carrière, c'était ah non, mais les parents savent pas faire. Enfin, c'est nous qui savons. On m'a fait passer ces messages-là et il fallait quasiment externaliser l'élève de son milieu familial pour qu'il, voilà, un enfant, donc comme je disais tout à l'heure, surtout moi j'accueillais donc à 2 ans, je faisais passer l'enfant au statut d'élève. C'était déjà une des premières missions, ainsi que d'aider les parents à devenir parents et devenir parents d'élèves, parce qu'il y a un statut là à avoir. Et en fait c'est ça, c'est d'ouvrir et que l'école ressemble à un apprentissage de la vie, de ne pas le mettre en exergue, enfin en opposition. Moi, j'ai déploré ne plus avoir le droit de faire des gâteaux dans les classes, etc. Voilà, donc c'est difficile parce que on se trouve confronté à des lois, des structures, des choses. Et il faut trouver le bon équilibre entre la mise en place dans la classe avec toute cette grosse Bertha qui est l'éducation nationale, et puis son cœur. Bah oui, je l'ai entendu là à la fin. Ça reste des enfants. C'est voilà, quoi, gardons notre cœur d'enfant et surtout les enseignants. Moi, des fois, quand les mamans me disaient « Mais comment vous faites pour tenir ?» Moi, je m'en sors avec 3. Vous en avez 30 petits. Ben, je disais « Faut rester aussi terrible qu'eux. » Voilà. Et ça, c'est compliqué, effectivement. Entre l'école ouverte et ces murs, ces portes qui se ferment, etc., c'est pas facile. Voilà, apparemment, donc il y a des gens qui veulent... Juste une toute petite remarque. Je pense aussi qu'il faut que les parents d'élèves gardent un réel respect des enseignants. Ce qui me paraît, à l'occasion, dans la société dans laquelle on vit, faire bien souvent défaut. Et l'école ouverte, certes, mais en gardant un statut d'enseignant qui, pour moi, doit rester une référence pour les enfants, certes, mais aussi pour les parents. Alors ma question c'était au niveau du travail à effectuer, que ce soit pour la méthode freinée ou la méthode traditionnelle à l'école, quel est le travail des enseignants en fait en amont? Comment préparer la différence entre la méthode freinée et la méthode Alors dans la méthode freinée,
Et dans les deux méthodes, il y a beaucoup de travail. Dans la méthode freinée, qui est celle qu'on applique quand même régulièrement dans les moi je pense régulièrement dans les classes, on s'appuie sur le vécu des enfants et ce qui s'est passé dans leur vie, voilà, pour pouvoir relever une situation problème. Un petit peu comme ça s'est développé beaucoup en sciences avec la main à la pâte, où voilà, on va faire des recherches en fonction des problématiques des enfants. Donc il s'agit de savoir réagir vite pour pouvoir programmer les apprentissages, pas du jour au lendemain, mais d'une semaine à l'autre, et tout en gardant les instructions officielles en tête. Donc voilà. Mais c'est un petit peu le métier des enseignants. C'est tout le temps, on pense école, et tout le temps, on s'appuie sur ce qui s'est passé dans la journée pour rebondir. Voilà. Comme le disait en robotique Madame de France, voilà, dans le projet de robotique, on va aussi travailler les airs, on va travailler la surface, il va falloir commander des planches, on travaille le périmètre. Voilà, ça fait partie des projets sur lesquels on s'appuie pour travailler en classe, en suivant les programmes. Oui, j'appuierais en disant que tout bêtement, il faut être un peu fainéant, et dans ce cas-là, c'est demander aux élèves. Il te manquerait quoi pour calculer l'air du jardin? Il te manquerait quoi? Et moi, je veux bien t'apporter les outils demain, après-demain. Il n'y a pas non plus de stress, parce que si on part du besoin de l'élève, déjà on fait mouche, parce que ça correspond à... C'est un peu la loi du marché, quoi. Et j'ai envie de dire, il faut rester plein de bon sens et assez naturel. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on acquiert un petit peu. Au début, on a forcément ses angoisses, mais oui, quoi, il faut quand même rester oui, naturel, je ne trouve pas d'autres termes. Alors, maintenant, ça répond à la question. Oui, je vais peut-être poser une question à l'inverse de celle que j'ai posée tout à l'heure, mais alors complètement à l'inverse. C'est-à-dire que je dis parfois, au niveau des artistes, il faut continuer à sacraliser un petit peu l'artiste, parce que si on met l'artiste au même niveau que le spectateur, l'artiste n'est plus considéré. Est-ce qu'il n'y a pas un peu le même genre de choses? C'est-à-dire que, est-ce que le fait de mettre à égalité de statut à l'intérieur d'une classe, élève et maître, ne va pas, à un moment donné, désacraliser le rôle du maître? Et pas désacraliser au sens où le maître doit être sacré sur un piédestal, mais la fonction de celui qui apprend à l'autre. C'est-à-dire que, est-ce que ce que disait Chantal tout à l'heure, par rapport à garder le respect, notamment des parents, puisque on est aussi sur une société qui est parfois trop permissive, c'est très clair, ne casse pas ce côté reconnu d'initiateur, c'est-à-dire de celui qui apprend à l'autre, qui l'initie à la vie. Donc moi, voilà, d'un côté, j'aime bien ce côté, dans ce film, le côté un peu révolutionnaire, mais est-ce que, de l'autre côté, on ne va pas créer une sorte de nivellement qui fait qu'on ne va plus considérer le maître comme il doit l'être? On va dire que mes enfants ont failli aller à l'école freinée. Ça s'est pas bien passé, mais c'est il y a quelque chose comme une trentaine d'années, ouais, voilà. Et je me souviens que j'avais la même question à l'époque qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça devient quand il quitte le primaire? Parce que c'est assez formidable ce qui est présenté. Mais après, au collège, c'est quoi le rapport entre vous et le collège? Comment ils font, les enfants? Là, vous posez une grande question, parce qu'il me semble avoir entendu des témoignages d'écoles freinées qui sont une forme de bulle pour les élèves, et qu'après, effectivement, alors, soit ça dure pas assez longtemps, parce que quand ils sont au collège, ils sont encore quand même enfants, et ils n'ont peut-être pas suffisamment pratiqué ça pour être, alors là, auteur, comme vous disiez, et être eux-mêmes avec ce relais à passer aux autres, puisque ça permettrait d'avoir effectivement dans la société des futurs adultes qui ont cette mentalité bienveillante, de regard, et comme vous disiez, autant que ce soit entre les enfants et le maître. Moi, quand je disais à mes élèves, quand j'avais des problèmes d'autorité, je disais, je ne peux pas te laisser faire ça. C'est pas parce que je suis supérieure à toi, mais j'ai à cœur que tu deviennes
voilà, un enfant, je te montre ce modèle. Je suis pas au-dessus, je suis juste plus vieille avant, et moi je sais que voilà, je te laisserai pas aller dans cette mauvaise direction. Je disais toujours, un nom bien placé, c'est un fond de piscine. Le gamin ne se noiera pas. Donc voilà, quand vous demandiez la question de l'autorité, des fois j'ai de l'autorité, des fois c'est eux. Enfin, c'est pas la même autorité, mais je veux dire, oui, je me suis jamais sentie. Oui, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de subordination. Moi, je te dois du respect, tu me dois du respect. Les parents, je disais toujours aussi, parce que quand, au début de carrière, l'institution, je disais, on pourrait faire ça, comme là, moi ça me plaisait de faire entrer les parents. Ah non, et puis on va pas savoir gérer. Je dis, mais attendez, c'est quand même leurs enfants, avant d'être nos élèves. Moi, je les ai qu'1 an. Et quand j'avais des fois un parent, vous avez fait ça, j'attendais, on va avancer les coudes serrés, main dans la main. Parce que moi, je les ai qu'1 an. Si vous voulez que je fasse pas, je fais pas, je m'en fiche. Mais on verra dans 15 ans comment. Donc, si vous voulez que vos gamins ils avancent dans ton sens, il faut qu'on se serre les coudes. Et pour son bien, pas pour le soumettre, pas pour. Voilà, pas de subordination. Et très vite, lui faire prendre conscience, comme vous disiez, qu'il est acteur de. Et c'est très bien dit, hein. On l'entend, toi, tu peux pas être là. Parce que dans la pédagogie freinée, on perd son statut un peu de citoyen. T'as dérogé à la règle, donc ça, ce truc-là, cette semaine, tu n'y as pas accès. Et tu le regagneras, voilà. Mais c'est pas fait, non, jamais dans une subordination. Tu as perdu une forme de statut. Voilà. Est-ce que c'est réel, ça, à votre avis, cette notion de bienveillance? La bienveillance, c'est le maître mot à l'école aujourd'hui. Oui. Partout, tout ce qui concerne l'enfance. Pas seulement à l'école, hein. Tout ce qui concerne l'enfance, la petite enfance, les centres de loisirs, etc. Le maître mot, excusez-moi d'être un peu caustique, mais à la mode, c'est la bienveillance. Voilà. Tout ce que ça entraîne. Ce mot à la mode, est-ce qu'il tient la route, réellement? Certes, quand même. À l'école. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage avec la réalité, quand même, de la vie Non, moi, je voulais simplement, là-dessus, rebondir sur ce que disait Pauline lorsqu'elle s'étonnait dans toutes les institutions scolaires, on n'applique pas la méthode Freinet ou la méthode Montessori, parce que, disait-elle, après, dans l'entreprise, en gros, c'est ce qu'on demande aux salariés. Moi, je ne suis pas du tout persuadée que dans l'entreprise, on demande qu'il y ait une grande bienveillance et qu'on demande aux salariés d'être innovants, autonomes, de discuter entre eux. Oui, enfin... Les vraies écoles freinées, il y en a très peu. Les méthodes sont passées dans l'éducation nationale. Enfin, moi, je le vois à Ferry, je le vois à Pasteur. Les méthodes sont passées dans l'éducation nationale. Les écoles ou les classes avec des enseignants transmissifs, moi, je n'en connais plus, je pense. Alors, c'est quoi un enseignant transmissif? Excusez-moi, mais... Oui. Non, mais des méthodes avec une méthode qui descend. D'accord. C'est-à-dire qu'on donne le savoir à l'enfant. D'accord. Alors, je continue peut-être quand même à... Il y a quand même quelque chose de magnifique dans l'idée, par contre, qu'on avait... Et moi, j'ai eu, par contre, 2-3 maîtres passionnants. Ces maîtres qui vous apprennent des choses, qui vous passionnent, et que vous écoutez, et que vous écoutez 2 ou 3 heures, parce qu'ils vous passionnent. Est-ce que ça existe encore? Et est-ce que ça a encore sa place dans ce débat? Moi, je ne suis pas une enseignante qui veut parler pendant 3 heures, ça c'est sûr. Non, on n'est plus dans le maître qui parle pendant... Peut-être c'est après, dans des domaines comme l'histoire ou d'autres choses, ou des classes plus grandes. Chez les plus grands, mais ouais. Même en histoire, aujourd'hui, on prend l'enfant acteur et il part dans des recherches et il s'appuie sur des documents, il va chercher des informations lui-même. Même en histoire, aujourd'hui, c'est l'enfant qui cherche le savoir.